Bonjour tout le monde. Bon, vous savez que le format des trésors cachés, qui est un format que j'ai lancé il y a quelques mois maintenant, c'est un format qui m'a ouvert énormément de possibilités. Un format par lequel j'ai pu parler des trésors cachés des années 80, 90, 2000, des trésors cachés du film d'horreur, de la science-fiction, et un format un peu frustrant, parce que pour chaque genre et pour chaque période, en vrai, des films, j'en ai des vingtaines, et particulièrement pour les années 90. Et oui, parce que les années 90, c'était quand même une grande décennie de cinéma, de Jumanji à Fight Club, de Jurassic Park à Pulp Fiction, une décennie qui est remplie de films cultes et de petites merveilles qui ont sans doute elles aussi croisé votre chemin, sans pour autant forcément être rentrés énormément dans la postérité. Des films moins connus mais qui méritent largement d'être rappelés dans votre tête, ou même d'être redécouverts. Du coup, je suis parti à la recherche de ces films à réhabiliter, et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est parti pour ces trésors cachés des années 90, partie 2. Bon allez, je commence sans doute avec ce qui est le film le plus connu de cette sélection, et j'avoue que je me fais un petit cadeau, et ce petit cadeau, je le fais aussi à pas mal de gens de ma génération qui ont, je pense, forcément vu cette VHS. Je l'avais un peu teasé récemment quand j'ai parlé de Harlequin, un super film réalisé par Simon Wincer. Et Simon Wincer, comme je l'ai dit, il a forcément dû croiser votre chemin avec un autre film qu'il a réalisé, Sauver Willy. Mes souvenirs étaient très flous sur Sauver Willy, et pourtant, j'en ai passé des heures devant ce film à rêver devant l'histoire d'amitié entre cet orc et ce gamin que je jalousais très fort, et très honnêtement, je savais pas trop quoi attendre de ce premier visionnage. Vous connaissez l'histoire, on suit un orphelin de 12 ans, gentiment délinquant sur les bords, qui est baladé de famille d'accueil en famille d'accueil, et qui, après avoir tagué les murs d'un parc d'attractions, se fait choper et doit donc nettoyer ses bêtises. Il va y rencontrer Willy, un orc emprisonné qui semble n'accepter aucune méthode de dressage. Quand tu me diras c'est un orc et il a rien à foutre dans un parc d'attractions. Donc peu à peu, le gamin et l'animal vont se lier d'une certaine complicité, puisque tous deux partagent en fait le même idéal de liberté, loin des barreaux que la société leur impose. Et sans surprise, on est donc sur un film d'aventure globalement assez classique, plutôt pour le jeune public, mais qui a largement moins vieilli que je ne le pensais. Je dirais même jusqu'à dire que ça reste un visionnage quand même très plaisant, parce que la magie fonctionne toujours, et que ça, on le doit à un cinéaste qui parvient à insuffler un vrai souffle de tendresse, voire même, j'irais jusqu'à dire, d'émerveillement parfois. Alors c'est du classique, en termes de mise en scène, on est quand même calibré pour plaire au plus grand nombre, mais ça a quand même étonnamment bien vieilli dans sa direction artistique, comme dans ses effets spéciaux, et tout en parvenant, je trouve, à sublimer les séquences qu'il fallait absolument pas rater, notamment quand il s'agit de filmer l'or. Dès que l'orque apparaît à l'écran, le film, je trouve, grandit, change d'ampleur et d'ambition, jusqu'à cette fin, alors qui m'a complètement fait retourner en enfance. Mine de rien, c'est quand même assez rythmé, l'intrigue est riche en péripéties, et sans réinventer la poudre, notamment avec l'écriture des personnages qui est un peu paresseuse, je veux dire, surtout les méchants qui sont globalement méchants, ça ira pas vraiment plus loin. Mais Sauver Willy réussit quand même à être un film qui est rempli de bons sentiments, certes, mais qui évite la niaiserie, et ça c'est pas facile, au point d'être finalement un film assez précieux dans son rapport à l'évasion et à l'imaginaire des gamins. Un film assez intemporel finalement, et je l'avais oublié, mais je tiens à rappeler et à souligner la bande originale, qui est composée par Basil Bolduris. Vous savez, c'est le mec qui a aussi composé Conan le Barbare, mais aussi Danse avec les loups, c'est déjà plus cohérent. Une bande originale assez sublime, qui est aussi, encore une fois, une belle réussite, qui rajoute encore à ce petit bonbon de nostalgie, vraiment parfait pour faire rêver les enfants et faire rêver les adultes. Je voulais commencer par ce film, il est certes assez connu, mais bon, je pense que j'avais vraiment envie de le citer en fait.
Le deuxième film, les amis, pour moi, c'est un classique. Et j'ai été assez surpris de constater qu'en fait, assez peu de gens le citent ou même l'évoquent. Alors vraiment, pour moi, c'était une des références des années 90. Un film qui est très très marqué par son époque, une comédie de science-fiction, une sorte de Flash Gordon sous Enfête que j'avais adoré quand j'étais gamin, un film qui s'appelle Mom and Dad Save the World. Bon alors oui, effectivement, après quelques recherches, c'est un film qui a quand même fait un gros four au box-office. Il a ramené 2 millions de dollars pour 15 millions de budget, donc c'est un énorme flop. Et il s'est fait défoncer par des critiques, et là par contre, je trouve ça un peu plus sévère. Parce que pour moi, ce film incarne toute la décomplexion et la générosité qu'on aime dans le cinéma des 90s. À commencer par une histoire complètement chez père par contre. C'est très perché, on va suivre Todd Spango, qui est un empereur extraterrestre cruel, mais vraiment complètement débile, qui ne comprend rien, qui se plaint tout le temps, c'est une super drama queen, vraiment, il est pas fut-fut, et il s'apprête à détruire la Terre quand il tombe amoureux de Marge Nelson. Marge Nelson qui est le cliché de l'américaine moyenne. Et Marge Nelson, alors qu'elle se rend en vacances avec son mari, qui s'appelle Dick, avec qui elle s'emmerde un peu, l'extraterrestre va la kidnapper. Il va kidnapper le couple dans l'espoir de faire d'elle sa femme. Donc il va les amener sur sa planète, il va emprisonner Dick, qui ne l'entend pas de cette oreille, et bien aidé par ses connaissances des aventures de Flash Gordon et des autres classiques de la science-fiction, va tout faire pour sauver sa femme et la Terre, entre parenthèses, des mains des extraterrestres. C'est un film de science-fiction décalé, un pur divertissement par contre, mais qui a, je trouve, de belles qualités à faire valoir. Je pense notamment au fait que chaque dollar de ce gros budget, 15 millions c'est quand même pas rien, chaque dollar se voit à l'écran et soit mis au service d'une direction artistique qui est certes hyper extravagante, mais qui a quand même de belles trouvailles narratives et visuelles, notamment la représentation de cette planète, une planète qui est colorée, qui est peuplée par des extraterrestres au costume et au look, on va dire, atypique, pour rester poli. Et en fait, l'inspiration Flash Gordon, elle se voit. T'as vraiment l'impression de voir un film Flash Gordon. Et alors, niveau péripéties, ce sera pas moins extravagant. Je veux dire, ça va vraiment s'enchaîner et ça va être très très visuel. Entre des combats, entre des créatures champignons carnivores qu'on dirait sorties de Mario, entre ce rayon laser pointé sur la Terre, entre ces chorégraphies à l'épée sorties dans 16 août. Alors oui, il se passe énormément de choses. Et oui, Mom and Dad Save the World, c'est quand même un film qui n'hésite pas à être gentiment débile. Et son humour est pas des plus raffinés, mais clairement si on rentre dans le délire, on passe quand même vraiment à bon moment. Et puis j'aime bien l'écriture de ce couple qui est très américain, comme je l'ai dit, c'est vraiment les touristes moyens qui s'ennuient l'un de l'autre, qui n'ont aucune libido, qui ne se regardent même plus, et par cette aventure, c'est classique mais ça fonctionne, ils vont retrouver le goût du risque, le goût de l'aventure. Je trouve qu'il y a une petite évolution qui est quand même une petite plus-value, et clairement pour un film d'aventure du dimanche soir friqué, servi aussi par une belle bande originale, donc là cette fois c'est signé Jerry Goldsmith, et un film plutôt beau et bien photographié, ça fera largement l'affaire. Je voulais vraiment en parler ici. You've prepared our planet's greatest delicacy. Hot spiced love in heavy grease. Et juste avant d'aller faire un tour en France pour le troisième film, j'interromps 10 secondes, vraiment 10 secondes cette vidéo, et non, c'est pas une sponsor, non, c'est pas payé. Mais vous savez, nous les youtubeurs, on aime bien consacrer 2 minutes à parler des marques contre un petit chèque, et je me suis rendu compte qu'on le faisait jamais pour les copains. Du coup, je vous présente en 10 secondes le travail d'un ami photographe lyonnais qui s'appelle Kevin Nicolini, dont j'adore le travail, et qui plaira absolument aux amoureux de l'esthétique 80-90, donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. C'est un photographe qui fait vraiment des mises en scène hyper travaillées, il propose plusieurs formats et vraiment j'adore son taf. Donc je vous encourage à le découvrir et à le contacter pour voir ce qu'il propose si vous êtes intéressé ou même si vous avez des questions. N'hésitez pas, je vous mets son Instagram en description. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait et je le place là rapidement, je voulais faire une petite pub aux copains. On retourne au troisième film. Et le troisième film, je l'ai découvert pour cette chronique. Et j'ai l'impression que son remake britannique est peut-être plus connu que l'original, parce que vous connaissez sans doute Petit meurtre à l'anglaise. Ok, alors si je vous disais que c'était un film qui était tiré d'un film français qui est réalisé par Pierre Salvadori en 1993 et qui s'appelle Cible émouvante, un film qui a vraiment un casting de 5 étoiles et un film que je trouve vraiment assez génial.
Cible émouvante repose sur un trio superbe, mais malheureusement composé de 3 acteurs qu'on regrette beaucoup, c'est-à-dire Jean Rochefort, Guillaume Depardieu et Marie Trintignant. Et c'est un film qui m'a beaucoup rappelé les grands moments de la carrière d'un Bertrand Blier, tant il est drôle, bien écrit, rempli d'humour noir, mais aussi d'humanité. En gros, Cible émouvante nous présente Jean Rochefort dans la peau d'un tueur à gages, célibataire, méticuleux, solitaire, et qui ne laisse aucune place à l'imprévu. Sauf qu'il va être surpris en plein travail, donc en plein meurtre, par Guillaume Depardieu, et il va décider de prendre Guillaume sous son aile pour le former et pour devenir son successeur. Donc ça va créer un duo improbable qui va en plus se frotter à une arnaqueuse compulsive et redoutable, Marie Trintignant, qui est assez géniale dans son rôle, et Cible émouvante peut compter déjà sur un nombre de répliques cultes qui est quand même assez hallucinante, et sur un humour qui fonctionne à chaque fois, mais je veux dire dès la scène d'introduction qui est assez géniale. Tu rajoutes à ça une générosité décomplexée dans les situations et une galerie de personnages extravagante et superbement écrite. Clairement, t'as peut-être l'un des films qui m'a le plus fait rire depuis bien longtemps. Monsieur, faut que je vous dise. Oui. Je crois qu'on cherche à me tuer. Dieu, faut que je fasse pipi. Oui, bien sûr. Et quand je parle de Bertrand Blier, c'est parce que je trouve que malgré cette histoire qui n'hésite pas à aller parfois clairement dans l'absurde, comme le fait un Tenue de soirée par exemple, comme dans Tenue de soirée, on sent que malgré tout ça, le cinéaste aime vraiment ses personnages. Il les caractérise avec finesse, avec intelligence. En fait, il en fait pas de simples héros un peu lourdingues ou de purs héros comiques. Il en fait des vrais personnages ayant leurs défauts, ayant leurs angoisses. C'est vraiment un vrai beau trio de cinéma qui nous est proposé. Et Pierre Salvadori, alors bon, il a vraiment le chic pour créer un univers jouissif et décalé. Il y arrive parfaitement, c'est vraiment un univers dans lequel on se sent bien. Et je dois m'attarder quelques secondes sur Jean Rochefort, les amis. Je pourrais dire que malgré tous les grands rôles que j'ai vus de lui, franchement, je me demande si c'est pas son plus grand, quoi. En tout cas, il est sur le panthéon. C'est un magnifique rôle pour Jean Rochefort, et clairement, par lui, on retrouve tout le charme que j'aime tant dans cette espèce de cinéma français. On lui donne des répliques hallucinantes, et on pose sur lui un regard tendre, en fait. Et ça, c'est le regard qui manque à plein de films qui se rêvent fun et cool, mais qui comprennent pas qu'en fait, il suffit pas juste de filmer des personnages hauts en couleur avec des répliques hyper catchy et des punchlines pour que ça suffise. Il faut faire exister ces héros comme Depardieu intriguait dans Préparez vos mouchoirs, comme Miu Miu fascinait dans Les Valseuses, comme Michel Blanc touchait dans Tenue de soirée, et comme le trio de Cible émouvante est juste magnifique et vraiment profondément humain. C'est un grand film que je vous encourage à découvrir. Vous allez voir, quand le tir est bien ajusté, la tête n'explose pas. Et qu'est-ce que ça change qu'elle explose ou pas ? Bon alors pour le 4e film, changement d'ambiance, je vous propose une petite dinguerie qui concentre, alors là vraiment tous les codes des années 90. Vraiment plus 90s que ça, tu meurs. C'est une sorte de Pulp Fiction version teen movie trash que j'ai adoré dans mon adolescence. Un film qui s'appelle Go. Réalisé par Doug Liman, Go nous plonge dans une de ces situations hyper over the top et complètement folles dont les années 90 ont le secret. En l'occurrence, une situation qui est divisée par segments, donc c'est très tarantinesque, et des segments assez difficiles à résumer. C'est la veille de Noël, et Rona est menacée d'expulsion. Elle est en galère de thunes, et du coup, elle va remplacer Simon, qui est son pote parti en virée à Las Vegas, dans son activité de dealer pour se faire un peu d'argent. Du coup voilà, elle va aller chercher de l'exta pour des clients, Adam et Zach, qui s'avèrent être en fait des agents doubles contraints d'aider la police à arrêter les dealers de la ville. En gros, une personne en galère de thunes qui se voit obligée de dealer, mais qui va rencontrer des gens qui se voient obligés de coopérer avec la police. Les liens se créent assez évidemment, et on va suivre les 3 histoires de ces pré-adultes dans leur point de vue, et évidemment ils vont se retrouver dans des péripéties qui les dépassent. Et alors, préparez-vous les amis, parce que Go, c'est un film qui s'arrête jamais. C'est un film qui est drôle, est-ce que je vais utiliser l'adjectif déjanté? Oui, j'ai 74 ans, mais qui est rempli d'énergie. C'est vraiment un film de délire d'1h40, parfaitement mis en scène par Doug Liman. Oh, you think you can fucking beat my ass, huh? You want a piece of this? And you think you can beat my ass?
Everybody back the fuck away. Bien aidé par une bande originale assez géniale et évidemment comme souvent très ancrée dans son époque, et surtout bien aidé par un récit qui surprend en permanence par sa liberté de ton et son rythme effréné, clairement Go il porte bien son nom et on le sait, c'est pas un tâcheron Doug Liman, même si là clairement ces dernières années il est quand même un peu moins en forme, et ici il ne cède pas à une facilité qui aurait pu exister et qui aurait pu être bien critiquable et même assez symptomatique des années 90, les artifices de mise en scène. En fait, il profite plutôt de la spontanéité de ses acteurs, il profite d'un montage parfaitement maîtrisé dans les segments qui s'entremêlent, il profite de séquences suffisamment folles pour ne pas avoir besoin d'être filmé de manière ultra mobile et artificielle. En fait, c'est juste un film qui a suffisamment confiance en ce qu'il raconte, et c'est sans doute pour ça que Go a aussi bien vieilli, parce qu'il n'en fait pas des tonnes. Il est bourré d'énergie, oui, mais sans trop en faire, sans que ce soit lourdingue et en restant toujours authentique. Mélange de thriller, de comédie noire, de teen movie, traitant de situations parfois franchement violentes et sombres de manière assez décomplexée, Go est l'un des films pour lesquels j'ai une affection toute particulière. Et le revoir pour cette chronique, ça n'a fait qu'accentuer cet amour. Vraiment, les films de ce genre qui vieillissent si bien, c'est rare. En soi, c'est vraiment rare. Donc je vous encourage à foncer sur ce film, à le découvrir ou à le redécouvrir. Vous allez m'en donner des nouvelles. It really didn't go as bad as it could have. A girl is dead. Zach, I didn't say it went perfectly. Ok, alors je voulais finir par un nom qui a quand même avait quand même un gros impact sur les années 90, John Dahl. C'est un cinéaste américain qui a été très prolifique en cette période, qui est l'auteur de pas mal de films qu'on avait sans doute un peu tous en VHS quand on était gosse. Je pense à Mémoire suspecte, je pense à Last Seduction, qui était peut-être mon premier fantasme de jeunesse aussi, avec Linda Fiorentino. Et il a réalisé un film que j'aime beaucoup, avec Nicolas Cage et Dennis Hopper, donc un casting quand même on est pas mal, qui s'appelle Red Rock West. On va suivre Nicolas Cage qui joue un mec en galère, un mec qui a pas d'argent, qui vit dans sa Cadillac, qui est un mec honnête et droit, mais vraiment qui a pas une thune, et qui arrive dans le village paumé de Red Rock. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il va au bar, normal, sauf que le gérant du bar, lui, il attend un tueur à gages qu'il va confondre avec Nicolas Cage, et il va donner à Nick 5000 $ pour qu'il tue sa femme, Suzanne, comme le tueur à gages était censé le faire. Ok, donc du coup, notre héros va prendre l'argent et va courir prévenir Suzanne du danger qui l'attend. Et Suzanne, qui est une femme fatale superbe et évidemment très reconnaissante, va du coup lui proposer de doubler la mise et de lui donner 10 000 $ pour qu'à la place, il tue son mari. Alors c'est un drôle de couple et c'est une situation assez marrante, et le gros point fort de Red Rock West, je vais y arriver, c'est d'abord son atmosphère qui est quand même un peu cradingue, une atmosphère très typé des patelins américains franchement morbides, qui m'a un peu rappelé Killer Joe du regretté William Friedkin. C'est vraiment des villages délabrés et où il n'y a rien d'autre à faire pour pimenter sa vie que de boire des coups et de céder au crime. Et John Dahl, c'est un cinéaste dont les scénarios sont toujours très très riches en rebondissements, en quiproquos, en retournements de situation. Vraiment, c'est des scénarios bourré de péripéties. Ici, on en a un parfait exemple et ça donne une intrigue labyrinthique assez savoureuse. What the fuck are you doing? Porté par un Nicolas Cage qui est étonnamment assez sobre et qui est d'ailleurs complètement opposé à un Dennis Hopper qui est lui par contre en roue libre et qui semble presque un peu caricaturer son personnage de tueur psychopathe dans Blue Velvet. Clairement, Red Rock West peut compter sur des personnages plus complexes qu'il n'y paraît, peut compter sur une photographie mettant parfaitement en valeur les beaux décors et surtout peut compter sur une mise en scène franchement travaillée et étonnamment dynamique. Parce qu'un tel pitch, t'aurais pu le prendre au premier degré et réaliser un film noir, un peu misanthrope, un peu nihiliste, un peu cynique, mais pas du tout. John Dahl, il nous livre une espèce de farce remplie d'humour noir, un film très ironique, basé, comme je l'ai dit, sur une succession de quiproquos, et un film vraiment qui surprend en permanence, qui multiplie les fausses pistes, qui est vraiment hyper efficace. Bon, je m'y attarde pas pour pas que la vidéo fasse 45 minutes, mais Red Rock West, c'est à mon sens aussi un petit classique des années 90 qu'on cite finalement assez peu, alors que vraiment c'est un film que je trouve très très réussi et qui a aussi marqué ma jeunesse. Franchement, Red Rock West,
Ne serait-ce que pour le duo Nicolas Cage-Denis Hooper, ça vaut le coup. Is that him? Yeah. What should I do? If I were you, I'd get a divorce. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. On sort 2 vidéos par semaine, c'est le meilleur moyen de ne rien rater. On a aussi un petit Tipeee qui est vraiment le plus important pour faire vivre la chaîne. N'importe quel petit don aide vraiment énormément et me permet d'être à ce point actif sur Intercut. On sort une vidéo d'ici quelques jours. D'ici là les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.